C'était l'arme la plus terrifiante à entrer en guerre avant la bombe atomique. Un missile tueur géant, impossible à intercepter ou à abattre, qui atteignait sa cible si rapidement qu'aucun avertissement ne pouvait être donné. Cette arme, c'était la V2, la nouvelle arme de représailles de l'Allemagne. Mais ce n'était pas seulement une arme de destruction, c'était une arme de terreur. Contrairement au bombardement classique qui laissait au moins une chance de se réfugier dans un abri, la V2 frappait sans prévenir. Hitler espérait ainsi briser le moral des Alliés en semant la peur et l'incertitude parmi les populations civiles. Certains journaux britanniques évoquaient une bombe fantôme, une menace invisible qui transformait chaque instant de la vie quotidienne en une loterie mortelle. Une prouesse technologique, mais un gouffre économique. Ce missile balistique à carburant liquide mesurait 13,7 mètres de haut. Il était lancé par des équipes mobiles spéciales afin d'éviter qu'il ne soit localisé facilement par les avions de reconnaissance alliés. Pesant 12 500 kg, il transportait une ogive d'1 tonne d'explosifs métalliques jusqu'à 320 km de distance. Et il était rapide. Sa vitesse maximale atteignait 5760 km, grimpant à une altitude de 88 km avant de retomber sur sa cible à une vitesse de 2880 km/h, bien trop rapide pour être intercepté par une DCA. Almost 2,000 flying bombs fell victim to Allied fighter planes. Développée dans le cadre d'une série de fusées expérimentales durant les années 1930 et 1940, la V2, alors appelée A4, fut presque finalisée en septembre 1943, selon les promesses de Werner von Braun, l'un des principaux ingénieurs du projet. Mais des retards de production repoussèrent son déploiement jusqu'à mi-1944, moment où un Hitler désespéré misait sur n'importe quelle arme miracle pour repousser la défaite imminente. Le coût de cette arme était colossal, des milliers d'heures de recherche et de développement, des tonnes de matériaux stratégiques et une logistique complexe pour un résultat finalement limité. Certains historiens estiment que si ces ressources avaient été investies dans des chasseurs à réaction comme le ME-262, l'effort de guerre allemand aurait pu être bien plus efficace. Une production dans l'horreur? Les Alliés connaissaient déjà tout du V2, grâce à d'intrépides résistants polonais et une audacieuse mission de la Royal Air Force. Au départ, des missions de reconnaissance aérienne de la RAF avaient révélé l'existence d'une autre arme de représailles, le V1, une bombe volante qui allait être utilisée contre l'Angleterre dès juin 1944. Presque 2000 de ces bombes volantes furent abattues par l'aviation alliée. La RAF photographia également les premières installations du V2. Les bombardements alliés forcèrent alors l'Allemagne à déplacer la production du V2 sous terre dans un complexe secret près du lac Tronsee en Autriche. Mais l'essentiel de la fabrication se faisait à Mittelwerk, une usine souterraine où travaillaient des milliers de prisonniers du camp de concentration de Dora-Mittelbau. Les conditions de vie y étaient effroyables. Malnutrition, maladies, travail harassant sous la menace constante des SS. Ironiquement, plus de travailleurs forcés sont morts dans la production du V2 que de victimes causées par les missiles eux-mêmes. Les lancements d'essais furent quant à eux déplacés dans un camp SS situé à Blizna, en Pologne. L'opération secrète des Alliés. Les Alliés savaient que la V2 représentait une menace sérieuse pour la Grande-Bretagne et voulaient obtenir plus d'informations, voire récupérer un missile entier. Une opération secrète se mit alors en place. Le 20 mai 1944, une V2 s'écrasa presque intacte dans un marais près de Sarnaki, sur la rivière Bug en Pologne. Les soldats de la résistance polonaise, l'Armia Krajowa, trouvèrent rapidement l'épave et la dissimulèrent sous des roseaux, évitant ainsi qu'elle ne tombe entre les mains des SS qui la recherchaient activement.
des scientifiques envoyés depuis Varsovie démontèrent le missile et ses composants furent transportés en secret, cachés sous des tas de pommes de terre dans des chariots agricoles. Les 25 000 pièces du missile furent soigneusement cataloguées, des schémas techniques furent dessinés et les éléments les plus essentiels furent placés dans 19 valises destinées à être envoyées à Londres. Mais comment faire sortir ce précieux chargement de Pologne occupée sous le nez des Allemands? Le plan était de faire atterrir un avion britannique en territoire ennemi. L'escadron 267 de la RAF, basé à Brindisi, en Italie, fut chargé d'effectuer l'opération. Un unique Douglas C-47 Dakota, piloté par le néo-zélandais Stanley Culliford, accompagné d'un copilote polonais, devait traverser l'Europe occupée, se poser sur un champ de betteraves à 60 km à l'est de Cracovie, où des soldats de la résistance protégèrent la piste d'atterrissage. L'opération était hautement risquée. L'avion devait voler dans l'espace aérien allemand, évitant la DCA et les chasseurs de nuit. Des troupes allemandes étaient stationnées à proximité du terrain. La veille de l'opération, 3 avions de reconnaissance allemands avaient même atterri sur ce champ. Le 25 juillet 1944, malgré tous ces dangers, le Dakota atterrit en pleine nuit. Le bruit était assourdissant, mais aucun Allemand ne réagit immédiatement. Les résistants commencèrent à charger les précieuses valises, mais alors que l'avion devait redécoller, il s'enfonça dans la boue. Avec les Allemands tout proches, la situation était critique. Le pilote envisagea de brûler l'appareil et de s'échapper avec les résistants, mais l'officier polonais Kazimierz Schreier refusa d'abandonner. Les hommes déchargèrent l'avion, posèrent des planches de bois sous les roues et après un effort acharné, le Dakota put enfin décoller. Les Allemands, probablement convaincus qu'il s'agissait d'un simple vol de reconnaissance, ne réagirent pas. L'avion arriva sans encombre à Brindisi, livrant son précieux chargement aux scientifiques britanniques. Mais cela ne suffira pas à stopper les V2. Le 8 septembre 1944, le premier missile V2 tomba sur Londres, tuant 3 personnes. Les attaques se multiplièrent. 1402 missiles frappèrent l'Angleterre, 1664 missiles tombèrent sur la Belgique, d'autres frappèrent la France et les Pays-Bas. À Londres, les V2 firent 2754 morts et 6523 blessés. Malgré les tentatives de brouillage et de contre-mesures britanniques, le bombardement se poursuivit jusqu'au 27 mars 1945, date du dernier tir sur le sol britannique. L'héritage du V2. Après la guerre, les V2 ne disparurent pas. Les Américains récupérèrent les ingénieurs allemands grâce à l'opération Paperclip, notamment Wernher von Braun, qui joua un rôle majeur dans le programme spatial américain. C'est grâce aux avancées technologiques du V2 que la NASA put envoyer un homme sur la Lune en 1969. Ironie de l'histoire, ce qui avait été conçu comme une arme de destruction servit finalement à l'exploration spatiale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner et à liker pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à découvrir mes autres vidéos sur l'histoire. À bientôt sur les Archives du Temps.